Bonjour. Merci Olga, Bonjour merci José Bassou de Olga, l'OTC, merci à tous merci les à tous les rapporteurs intervenants, et à vous merci à tous, vous tous parce que participants vous qui êtes en êtes en train de train consacrer votre temps à cette de dédier journée, votre temps. qui est une journée pleine de défis, parce que parler de la durabilité du GNL dans l'espace de coopération signifie d'aborder une question qui n'est pas simple et qui, des fois, est un peu banalisée. Nous avons en face de nous des défis temporels en ce sens. Le GNL est une solution qui est arrivée pour poser remède à un gros problème, la pollution à soufre. Il s'est proposé dans son développement comme une possibilité non seulement transitoire, mais aussi d'énergie de complément. Il est en train de se poser comme un système de petite ou grande échelle, et les problèmes d'échelle sont nombreux. Des pôles d'intérêt se sont créés. GNL, oui, à tout prix. GNL, non, c'est dangereux. Je crois que nous pouvons dire déjà que la journée d'aujourd'hui représente un événement de partenariat et de coopération entre les partenaires de tous les projets du cluster GNL et qui représente la journée de conférence finale du projet Promo GNL qui a cette tâche difficile de mettre ensemble toutes ces pièces. Eh bien, dans une journée telle que celle-ci, je crois que nous vivrons dès ce matin ces différents niveaux. Donella Meadows, qui est décédée il y a 20 ans, écrivait: lorsque les hiérarchies d'un système s'écroulent, normalement, elles se cassent le long de leurs frontières hiérarchiques. On pourrait apprendre beaucoup si on prenait à part les systèmes aux différents systèmes hiérarchiques, aux différents niveaux hiérarchiques et en les examinant tous seuls avec leurs interactions. C'est ça qu'ont fait les projets du cluster GNL. Ils ont regardé le port, les communautés locales et le système plus large de l'espace de coopération sans oublier ce qui se passait en dehors. Mais je ne veux pas m'attarder. On va changer un petit peu l'ordre des interventions de ce matin. De GNL facile avec Promo GNL. Je remercie tout le monde pour ce travail qu'on a fait ensemble. Et puisque les collègues de la Chambre de commerce du Var sont en voyage, ils vont arriver un peu plus tard, je passe la parole tout de suite à Ivano Toni de l'autorité du système portuaire de la mer Tyrrhénienne du Nord avec une partie de ce système. Il va aborder la question comment la logistique de ravitaillement du port évolue-t-elle avec le passage au GNL. Donc, à l'intérieur du port, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Je vais essayer brièvement d'encadrer un thème qui est très large et un peu flou. Passez-moi ce terme. C'est-à-dire qu'il est complexe. Donc, essayons donc de bien comprendre de ce que l'on entend par logistique de ravitaillement d'un port. Ici, vous voyez une petite introduction du GNL, de la logistique, sur quoi elle se base et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le GNL dans un port
a une fonction énergétique, comme le graphique le dit, mais pas seulement. La source énergétique, l'utilisation du GNL peut être faite pour des utilisations portuaires, utilisation civile, pour la formation du personnel qui devra utiliser ce GNL dans le port et aussi au niveau industriel. Donc, toutes des utilisations. Pour les développer, il faut avoir une base importante d'infrastructures, d'entreprises, pour la logistique, pour la formation. Le GNL dans un port est important pour la logistique et c'est la logistique même qui est importante, mais tout ce qu'il y a derrière ne doit pas être oublié parce que la logistique change en fonction de ce que l'on fait. Si le GNL dans le port est considéré comme combustible pour des utilisations civiles uniquement, inutile d'équiper le port d'infrastructures pour le ravitaillement des engins portuaires ou le ravitaillement pour le transport routier, etc. Ou si un aspect important comme la formation du personnel joue un rôle central dans le port, il faut l'équiper d'infrastructures complémentaires très importantes. Quels sont les avantages du GNL? Ils sont nombreux, il est facile à transporter et, et tout pivote autour de plusieurs points centraux. L'arrivée du GNL est sûre. L'arrivée du GNL a joué un rôle initial parce que comment arrive le GNL? Par un gazoduc, je le doute, les coûts sont trop élevés. Alors probablement il arrive par un méthanier. Le méthanier arrive dans le port. Elle peut décharger le GNL. Donc, premier point important, le raccordement entre le port et le navire qui arrive. Et cette liaison peut être faite grâce à des quais. Alors, le navire arrive à quai et là, il y aura peut-être un dépôt côtier. Premier point important, c'est donc le dépôt côtier. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'on peut le faire? C'est central, le dépôt côtier, parce qu'il doit recevoir le GNL. Autrement, on ne pourrait pas le faire. Mais, comme ici à Livourne, on peut avoir un terminal extérieur au port qui peut jouer un rôle central de hub, mais qui ne peut pas équiper le port de beaucoup d'autres services. Le hub à l'extérieur, le FSRU extérieur, ne peut pas être un équipement pour le port parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour s'équiper d'autres services. Des services qui peuvent être créés, par contre, par des camions-citernes ou des iso-tanks. Alors, si on comprend bien comment la logistique fonctionne, on peut résumer comme ça. Le navire arrive, il y a un dépôt ou d'autres systèmes de stockage portuaire. Il y a donc une première distribution du GNL dans le port. À partir de là, il faut comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Alors, navire, engin portuaire, engin routier. Alors, le navire décharge le GNL, mais elle le reçoit aussi. Donc, le navire peut amener le combustible, mais aussi recevoir le combustible. Par quoi? Par le même dépôt, ce même dépôt côtier ou par d'autres points qui pourraient être le isotank, mais pour des navires très grands, il faudrait avoir beaucoup d'isotanks ou le ship-to-ship. Il est possible donc qu'un navire prenne le GNL
dans un dépôt côtier pour ravitailler un deuxième, troisième, quatrième navire. Une logistique donc qui se base sur plusieurs types de ravitaillement pour le moyen naval en fonction de la taille et typologie du port. Souvent, on entend parler aussi d'un ship-to-ship fait dans le port, c'est-à-dire on a un dépôt un côtier à quai qui ravitaille un ship-to-ship et qui donc ravitaille des navires extérieurs. Là aussi, c'est une logistique spécifique parce que il y aura un moment où le navire qui ravitaille doit ravitailler le dépôt côtier, où le dépôt côtier va recevoir un méthanier de l'extérieur. Donc, les modalités d'échange entre le navire méthanier et le dépôt doivent être définies. Le ship-to-ship dans le port est quelque chose d'assez spécial. Et à partir de là, on passe à des moyens plus petits. Donc, du navire, hein, on parle d'engins portuaires ou de véhicules routiers un peu plus petits. Pour ravitailler l'engin portuaire ou routier, on a besoin là encore d'une infrastructure générale pour le système parce que l'engin portuaire ne peut pas être ravitaillé par un dépôt côtier parce on devrait avoir la migration du terminal où il opère au dépôt où il est fixé. Donc, probablement, on créera un point de ravitaillement par isotank. Je pense à la création d'une pompe chez un terminal auquel est attaché un isotank pour ravitailler tous les engins portuaires ou une station mobile équipée d'un volume pareil à un isotank qui se déplace dans le port et s'arrête chez les terminaux où il y a les engins à ravitailler. C'est une modalité de ravitaillement différente qui comporte des évaluations un peu différentes. Une station mobile donc qui bouge présente des aspects côté sécurité différents par rapport à un point fixe. Si j'ai un point fixe chez un terminal, j'ai une pompe qui ravitaille aux 80 engins, la sécurité est faite là où se trouve la pompe. Si j'ai une station mobile qui se déplace dans le port, pour aller sur 5, 6, 7 terminaux pour ravitailler plusieurs engins, je dois créer plusieurs points de stationnement sur. Donc, il y a des infrastructures différentes. C'est un point de vue différent, même raisonnement qu'on peut faire pour l'engin routier. Là aussi, on peut parler de isotank ou d'un station de ravitaillement pour les engins routiers tout près du dépôt côtier. Ça, c'est plus simple à faire parce que l'engin routier, il peut se déplacer et atteindre facilement le dépôt côtier. Un aspect qu'il faut considérer concerne la sécurité. Toutes les infrastructures qu'on réalisera dans le port auront des retombées côté planification et sécurité. La logistique du GNL n'est pas encore très simple ou bien enracinée. Pourquoi? Parce que c'est un combustible nouveau et il y a peu de dépôts côtiers, peu de stations de ravitaillement et dans les ports, il y en a vraiment très peu. Les stations mobiles, je le sais très bien, il y en a une ou peut-être deux sur tout le territoire national dans les ports. Chaque aspect devra donc être bien planifié, identifier le bon point pour l'installation de la station ou du dépôt. Et là, ensuite, il y aura l'évaluation de la sécurité.
Pour tous ces aspects qui concernent l'interaction avec les autres activités environnantes qui pourraient mettre en danger le port et la ville à l'extérieur. Le port peut être un hub central initial où le GNL arrive, un hub assez évident. Alors, méthanier, transporté par des méthaniers, les liaisons terrestres sont faites, mais très peu. Les gazoducs ont des coûts vraiment très élevés, au-delà de 5 000, 6 000 kilomètres, ce sont des coûts trop élevés. Donc, le port devient le hub central où tout le GNL converge. Et à partir du port, on peut développer toutes les utilisations civiles qui doivent être elles aussi bien conçues et planifiées. Le sauvetage, l'alimentation pour le transport public local, les ferries, les chalutiers. Bon, tous ces aspects sont assez évidents, comme les engins portuaires, des esplanades. Ensuite, on peut aussi passer à des activités civiles, le transport public local, les zones non méthanisées, les engins pour le cycle des déchets. La logistique du GNL, essayons un peu de résumer par ce slide tout ce que j'ai dit. La logistique démarre en haut à gauche par un méthanier, un dépôt côtier. Du dépôt côtier, elle se développe sur des tailles plus petites, barges, camions, citernes, isotanks, dépôts locaux pour arriver aux utilisations finales comme le soudage, utilisation civile, ravitaillement pour les camions ou les trains parce que un isotank n'a pas de difficulté à être placé sur un train et donc transporté dans l'arrière-pays ou à des distances encore supérieures. Un aspect qu'il faut mentionner est celui du boil-off. Là aussi, il faut avoir une infrastructure pour utiliser le boil-off. Ce slide cherche à résumer quelles sont les utilisations possibles, réfrigération, cogénération. Donc, utiliser le boil-off pour des fonctions suivantes comme la génération d'électricité pour les bureaux portuaires ou pour alimenter les chaudières des bureaux ou la partie froide du GNL l'utiliser pour la réfrigération des marchandises et des bureaux. C'est une activité qui vient ensuite et qu'il faut prendre en compte parce que la localisation d'un dépôt côtier dans des zones évidemment très éloignées des zones portuaires conventionnelles, classiques, où on trouve des marchandises dangereuses ou des polluants. Cela comporte la création d'une chaîne pour l'utilisation du boil-off un peu plus complexe. Donc, l'utilisation du boil-off doit être conçue dans la phase de planification et en prenant en compte les aspects de la sécurité. Tout cela pour arriver à mon dernier slide qui résume tout ce que j'ai dit. Il y aura des aspects de sécurité côté navire pour l'arrivée du méthanier, les aspects de localisation des infrastructures nécessaires à la logistique dans le port, identifier quels sont les points les plus utiles et les plus simples d'accès et plus sûrs aussi. Pas suivant l'évaluation de combien de GNL faire arriver au port. Le dimensionnement du dépôt côtier n'est pas toujours facile à faire ou d'autres structures de réception.
parce que des problématiques peuvent naître concernant la quantité des autres combustibles environnants. Une fois qu'on a évalué la localisation et la quantité de combustible à stocker dans le port, il faut penser aux moyens pour transporter de ce point central, le dépôt côtier par exemple, vers tous les autres points où on peut avoir des points de ravitaillement terminaux ou pour le ravitaillement routier. Ceci conclut, on passe à la véritable phase de l'infrastructuration du port avec l'installation de tous les points névralgiques qu'on a identifiés pour une bonne logistique. Et une fois qu'on a développé la bonne infrastructure du port, il y a le développement des engins portuaires et routiers. Alors ça, c'est pas fait en conséquence de l'infrastructure, mais en impliquant les acteurs portuaires en même temps, parallèlement. Je parle côté autorité portuaire, j'ai ce rôle. Le processus de la logistique du GNL, c'est pas moi, je crée un dépôt et après c'est vous qui faites. Moi, en tant qu'autorité portuaire, j'ai l'obligation de créer un dépôt ou de concevoir une filière, mais aussi d'impliquer tous les acteurs portuaires afin de développer cette filière et de ne pas mettre un combustible dans un port qui ne soit pas utilisé, aucun sens, aucune valeur. Donc, les trois derniers aspects sur le slide devraient être développés en même temps, parallèlement, par l'information, par la formation, l'implication. Ce sont tous des aspects corrects pour le développement d'une filière un peu plus complexe et une logistique qui puisse vraiment impliquer tous les acteurs. Il ne faut pas imposer un dépôt et attendre qu'on l'utilise. OK. Merci. Merci, Monsieur Antoni. Monsieur Ivan Ottoni, merci pour cette liste d'ensemble, pour cette planification, pour cette sécurité. C'est le premier passage avec ce que tu as dit, c'est-à-dire le besoin de commencer dès maintenant l'implication de toutes les parties prenantes avec leur identification. Cette vision oblige à ouvrir les frontières du port. Alors, je dis pour tous qu'il y a un espace questions et réponses. Et donc, je vous demande, si possible, d'écrire vos questions dans l'espace adapté de manière à demander plus tard aux intervenants de donner leurs réponses. Nous souhaitons la bienvenue parce que nous voyons que les collègues de la Chambre de commerce du Var sont arrivés. Marine, Mantener et Wanyan, bienvenue. Nous vous donnons un peu de temps encore pour vous installer. Et maintenant, je donnerai la parole à Andrea Zoratti de l'Institut international des communications sur une question qui bien se relie à ce que M. Tony vient de dire, le fait que les parties prenantes doivent être toutes considérées, mais il y a également les parties prenantes d'arrière-port et l'expérience de gêne des manœuvres ferroviaires dans les zones portuaires et dans les zones qui vont du port au chemin de fer. Donc, c'est un autre des aspects qui a été considéré au sein du projet, au sein des projets. C'est une partie du défi systémique. Alors, je passe la parole à Andrea Zoratti. Merci. Bonjour. Alors, je partage. Bonjour. Au sein du projet Promo GNL,
l'Institut international des communications s'est occupé d'une étude de plus grande envergure par rapport à l'étude qui a été présentée en ce qui concerne plusieurs rapports et plusieurs réalités. Nous nous sommes focalisés sur le cas de Gênes. Rapidement, parce que j'ai beaucoup de slides, mais je vais les passer rapidement. Donc, si quelqu'un est intéressé à télécharger les slides, peut lire les données avec calme. Dans l'analyse, nous avons suivi plusieurs étapes à partir de l'analyse classique de marché, des normes de référence qui sont assez complexes, non focalisées. Et nous avons fait un cas d'étude choisi, c'est-à-dire dans le port de Gênes, parce que la société qui opère pour le nœud ferroviaire dans le port de Gênes était intéressée à cette conversion GNL. Nous avons vu qu'il y a déjà plusieurs applications expérimentales de GNL sur le marché dans plusieurs parties du monde, en Espagne en particulier, avec un train passager. Et en ce qui concerne les manœuvres ferroviaires, disons, ces manœuvres sont plus limitées. Mais parmi toutes les applications, l'application la plus intéressante est celle des chemins de fer russes qui ont déjà un premier locomoteur à GNL. Et pour la logistique, ils ont un accord avec Gazprom jusqu'à 2025 pour les ravitaillements. Leur plan est de passer à 22 unités à GNL et il y a déjà des données sur leur expérimentation. Ce locomoteur, à partir de 2014 jusqu'à 2019, a fait 1300 heures de fonctionnement pour 19 000, disons, wagons. Et donc, nous avons vu que 24% est l'économie des coûts d'ensemble par rapport au diesel normal. En ce qui concerne la normative, il faut dire que, comme dit auparavant, il n'y a pas de normes spécifiques en ce qui concerne un moteur GNL. Il n'y a pas de solution consolidée. Donc, il y a des prototypes. Donc, nous avons des normes générales pour les appareils locomoteurs, des normes des pompiers, des normes générales et peu de normes spécifiques qui vont de la Commission économique des Nations unies aux normes de l'Agence nationale de la sécurité ferroviaire qui, avant 2015 et après en 2017, a déjà émis des normes. Mais pour entrer dans le détail sur le port de Gênes, nous avons travaillé sur Fuorimuro, qui, disons, a une manutention de 130 000 wagons ferroviaires qui vont vers la France, la Lombardie, etc. Fuorimuro, en ce qui concerne le GNL, fait ça. Ils ont identifié des exemplaires de locomotives diesel LHB 5300C des années 60-70. L'idée de Fuorimuro est d'arriver à 25 locomotives de ce type.
et ils ont eu un bon succès. Mais qu'est-ce que cela a demandé? Ils sont très intéressés à ce changement de diesel à GNL, mais ils demandaient des aspects à approfondir. L'évaluation disons, de l'intérêt économique. Nous avons une idée précise de la consommation d'une locomotive de ce type aujourd'hui. La solution choisie, si le bicarburant, diesel et GNL ou seulement GNL, avec le problème du réservoir de gasoil de fuel qui devient petit et qui doit interagir et qui doit partager l'espace avec le GNL. Il y a le problème de la logistique de ravitaillement et la possibilité d'avoir un poste local, une station locale. Parlons un peu du moyen. Vous voyez la locomotive et l'appareil locomoteur à gauche, arrivé de l'Allemagne, donc avec une situation d'usure avec de la rouille. Donc, au milieu, dans l'atelier, et à droite, la locomotive prête. Donc, la locomotive, disons, ce qui nous intéresse de la locomotive est le moteur avec les données de consommation. Il y a des coûts consolidés d'entretien. Et quels sont les choix possibles? La conversion du moteur existant ou le remplacement du moteur. Dans les deux cas, on peut avoir un moteur tout GNL ou un moteur bicarburant avec les pros et les pour et les contre dans les deux solutions. Si on remplace tout le moteur, le fait d'avoir un moteur tout GNL a un avantage avec moins de consommation, mais le bicarburant donne une plus grande flexibilité opérationnelle. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de soit diesel, soit GNL. C'est un moteur à cycle diesel où il y a une petite partie de gasoil qui sert pour l'allumage du GNL. Cela signifie qu'il y a des problèmes quand même. Le bicarburant est la solution moins coûteuse avec une grande flexibilité opérationnelle avec l'élimination des émissions. Grâce à l'aide de Ecomotive Solutions, une entreprise spécialisée dans la conversion de moteurs industriels à GNL, à gaz liquéfié en général. Alors, cette entreprise a montré que le bicarburant demande plus de temps parce qu'il faut avoir un double réservoir. Et il y a également la partie injection, carburant, moteur en général. Le fait qu'il s'agit de bicarburant, une petite partie de gasoil, mais le méthane n'est utilisé que quand le moteur est à pleine charge. Au minimum, il y a un pourcentage, disons, peu important. Donc, il reste des limites liées aux émissions, par exemple, et en général à la présence du gasoil. Juste pour dire que la solution bicarburant dans le cas de Forimuro pour Gênes n'a pas été considérée. On est passé au moteur GNL, entièrement GNL, qui ne fonctionne pas avec le cycle diesel, mais on a besoin d'un autre type d'allumage.
le cycle est le cycle autométhane, qui est une variante du cycle à essence. La conversion du moteur demande beaucoup d'interventions lourdes, nombreuses et de nombreuses interventions. Donc, il est vrai qu'il s'agit d'une solution plus économique, mais il y a des difficultés qui ne sont pas banales en termes d'ingénierie. La possibilité successive a été un moteur identifié comme ESC16MF avec Spark Ignited Multifuel, 100% méthane. Vous le voyez, il y a d'autres solutions de grandes marques du marché des moteurs, mais aucune solution ne naît pour les applications ferroviaires. Il s'agit d'applications pour d'autres secteurs, surtout le secteur routier ou le secteur marin, compatible pour des besoins de couple. Alors, quelles sont les caractéristiques? Il faut tenir compte de toute une série de problèmes en termes d'ingénierie, mais ceux qui sont intéressés peuvent mieux analyser les slides. Il faut considérer également l'impact sur les émissions, les prestations et les consommations. Du point de vue de l'évaluation, donc indépendamment de l'évaluation technique, c'est-à-dire quel moteur utiliser parmi les moteurs déjà vus, il y a des coûts qui viennent de l'utilisateur. Par exemple, si on considère des actions différentes, il y a des problèmes différents, des coûts différents par rapport en fonction des impôts, etc. Une chose qui est ressortie de l'analyse est qu'il n'y a pas de données ferroviaires sur l'utilisation du GNL au fil du temps. Mais on a vu que on a vu des évaluations pour le secteur routier avec des résultats différents. Du point de vue des consommations, il s'agit de choses que plus ou moins on voit fréquemment dans le secteur. Très intéressant, les résultats du projet CEF Core Gas qui a mis en évidence des différences marquées par rapport à la traction gasoil avec des réductions qui ont été identifiées. En ce qui concerne les prestations et les coûts d'exploitation, de fonctionnement, il y a des différences d'un pays à l'autre en fonction des différentes taxes. Mais en ce qui concerne les coûts pour le gasoil et le méthane, le coût effectif du carburant, les effets dû au type d'utilisation, disons, à travers un sondage auprès de certains opérateurs du secteur, nous sommes arrivés à une valeur de coût indicatif du carburant pour l'utilisation d'€1 par litre pour le gasoil et 0,5 € par litre. On parle des mêmes conditions. Pour le méthane, en faisant les calculs sur l'efficacité, l'efficience, la capacité de combustion, etc., on arrive à 25% d'économie totale, qui est similaire
au résultat des chemins de fer russes, 24%. Et pour conclure, les évaluations économiques, nous avons un peu exploré les coûts qui sont indicatifs quand même et qui doivent être revus en termes de cas particuliers et spécifiques. Nous avons toute une série de coûts où on peut évaluer la conversion de cycle diesel à cycle auto et la fourniture du moteur et l'alternative est la location pour une phase expérimentale. Les coûts généraux des matériels, des réservoirs, les développements, les tests. Et donc, nous avons des coûts qui vont de 115 000 € à 135 000 € par unité. Mais il faut, disons, rappeler les coûts de l'autorisation du premier exemplaire. Donc, il y a un coût initial et après, les autres auront la même autorisation. On parle d'un chiffre important entre 80 000 et 100 000 € et quelques considérations pour conclure sur le réseau de ravitaillement. Il y a des problèmes sur la logistique qui sont la clé pour faire fonctionner tout. Merci. Merci, Monsieur Zoratti. Donc, il est naturel de penser comment du port au chemin de fer, on passera au chemin de fer plus long. Mais je pense que c'est déjà un passage intéressant, cette vision multifonctionnelle dans le port, dans les manœuvres ferroviaires. Gênes est un cas unique pour la dimension, la taille des manœuvres ferroviaires dans le port. Mais je pense que c'est une expérience pilote qui nous dit beaucoup de choses. Je pense aux interventions sur les questions de conversion et je crois, et je conclus, je pense que ces données doivent circuler. Le patrimoine, un des résultats du cluster GNL est d'avoir produit cette connaissance pour faire circuler ces informations de manière à ne pas répéter d'erreurs. Avec le risque du point de vue de la conversion des moteurs neufs pour faire circuler également des évaluations préliminaires qui manquent des fois. Et donc, merci encore, Monsieur Zoratti. Olga, je passe la parole à Olga, notre coordinatrice, et je lui demande de nous faire revenir, de nous présenter la mer avec la vidéo qui a été préparée sur l'expérience des modèles faites avec le ravitaillement à Toulon. Marine Hervé ont fait avec toute l'équipe de projet, avec le grand effort également de Martireno Settentrionale avec le projet. Martireno Facile. C'est vital aujourd'hui pour notre port, c'est vital pour nos ports que d'œuvrer à effacer ce que sont les nuisances liées à l'activité maritime. C'est vrai pour l'ensemble des ports,
C'est particulièrement vrai pour le nôtre, comme vous le voyez, qui est vraiment inséré au cœur d'un espace urbain, à proximité immédiate de la principale base aéronavale d'Europe. Donc il est vital pour nous d'œuvrer à effacer ces nuisances liées à l'activité maritime et tout ce qui contribue à faire en sorte qu'on puisse continuer à accueillir en nombre des bateaux au sein de nos installations portuaires sans avoir cette difficulté-là de devoir assumer des nuisances qu'on ne peut plus assumer à ce jour, va dans le sens de l'intérêt général et de l'histoire, je dirais. Et donc on s'inscrit vraiment dans cette optique-là aujourd'hui. Alors, et si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à l'Europe. L'Europe a décidé d'inciter les pays membres de la CEE de s'orienter vers des solutions pérennes, plus axées sur le développement durable, etc., pour protéger notre planète. Bien entendu, on en est tous conscients. Et l'Europe, pour ça, a mis entre autres disposition des sommes colossales d'argent pour favoriser la recherche et le développement. L'Europe est un partenaire financier, un partenaire stratégique qui nous permet d'évoluer pour atteindre des objectifs ambitieux qui sont la transition énergétique vers plus de verdure et plus d'écologie. L'intérêt pour nous, c'était de réunir tous les acteurs de notre place portuaire d'abord, qu'elles soient directement impliquées dans l'activité portuaire, mais également périphériques à nos activités, que ce soit au niveau des autorités et de l'ensemble des acteurs qui peuvent contribuer au succès de cette opération. D'abord pour montrer que ça sert à quelque chose et d'être capable d'expliquer que quand on bascule sur un carburant alternatif sur des bateaux, quel est en termes de nuisance l'impact de ce recours à un autre type de carburant, que ce soit en termes de CO2, de rejet atmosphérique et puis même quelquefois de vibrations et de bruit, puisque vous aurez l'occasion de le voir, il y a aussi un impact là-dessus. Donc d'abord ça sert, et d'expliquer que ça sert, que c'est pas une cause perdue, et deuxièmement que c'est facile. Et donc ça, c'est le nom GNL Facile de ce projet-là. De fait de montrer aujourd'hui que dans un port comme le nôtre, inséré au cœur d'une ville, à proximité de la première base aéronavale d'Europe, on soit en capacité d'opérer de façon sereine, en toute sécurité, l'avitaillement en GNL d'une unité mobile. Aujourd'hui, c'est un camion, mais le même process pourrait être adapté à un bateau. C'est faisable, ça a un impact, c'est facile, et on le partage entre nous tous pour apprivoiser, s'acculturer à ce nouveau mode d'avitaillement. Première opération qu'il faut faire, c'est un peu comme aller faire du ravitaillement à la pompe, hein. On doit d'abord payer, bien évidemment. Donc il y a une borne pour la carte de crédit parce que il faut, bien évidemment, c'est du transfert de carburant. Donc on voit la borne automatique, donc qui permet de rentrer un peu les données, et ça c'est la première opération à faire. Donc l'opérateur, c'est l'opérateur, c'est le conducteur du camion. Ça, il ne faut pas quelqu'un de différent pour cette opération-là. Ensuite, alors ce qui est très important, ce que vous voyez là, c'est les EPI. Voilà, donc le GNL, c'est du gaz naturel au format liquide, donc c'est à moins 162 degrés, donc c'est très dangereux pour la peau, donc il ne faut pas rentrer en contact avec le GNL. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre, il faut avoir un casque, il faut avoir une visière pour avoir les yeux couverts, et il faut avoir des gants surtout, parce qu'on va manipuler donc des tuyauteries. À l'intérieur de la tuyauterie, il y aura du GNL qui passe, donc c'est des tuyauteries qui sont bien sûr isolées, mais il va y avoir quand même de la température cryogénique, donc c'est pour ça qu'il faut mettre des gants. Vous voyez, donc on a ouvert, donc il y a les capuchons des embouts du réservoir. C'est deux réservoirs qui sont connectés l'un avec l'autre. Au total, c'est à peu près 1 mètre cube, hein, c'est à peu près 440 kilos de GNL qui contient au format liquide. Vous voyez donc le pistolet donc, qui vient se connecter à l'embout. Donc vous voyez qu'il y a également une autre entrée, c'est au cas où il y a une surpression dans le réservoir. Donc il faudra un retour gaz, un retour vapeur vers la station. Dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire. Alors là, c'est très important, vous voyez, donc ça c'est la station de contrôle pour l'opération de ravitaillement. Vous voyez qu'il y a deux boutons. Un bouton Iveco, Scania, un bouton Volvo. Pourquoi ? Parce que suivant la marque du camion, les opérations sont un peu différentes. L'Iveco, là on est dans un cas Iveco, donc on fait Start Iveco. Dans le cadre de l'Iveco, le GNL il est un peu chauffé avant d'être mis dans le réservoir. Donc c'est pour ça, tout est fait automatiquement, il faut juste appuyer le bon bouton. Voilà. Alors, autrement, ça peut être un problème.
il y a toute une opération qui consiste à refroidir le réservoir du camion également, puisque on l'a rappelé tout à l'heure, c'est moins 162 degrés dans la citerne. Il faut que ça aille dans le camion. Exactement. Alors dans ce cadre-là, donc le réservoir il est déjà à moitié plein, donc il est déjà en froid. Mais il y a toute une opération, ça c'est fait automatiquement par la section mobile. C'est une période de mise en froid avant le déclenchement vraiment du transfert de volume de GNL. Donc là, on a connecté. Justement, c'est ça l'opération de mise en froid. Exactement. Donc, alors, ce qu'on voit sortir, c'est pas du gaz, hein, on est d'accord? Non, c'est plutôt du froid, le froid. Dans l'air. La technologie qui est mise en place est très très bien faite, donc il n'y a aucune sortie de liquide ni de gaz. Donc ça y est, on a appuyé sur le bouton Start. Voilà, donc c'est l'opération est terminée. Donc aujourd'hui, ce genre d'opération, donc on le trouve en format fixe dans les stations de service GNL. Il y en a de plus en plus. Donc on voit que d'un point de vue transport routier, il y a de plus en plus de sociétés de transporteurs qui investissent sur les camions GNL parce qu'ils voient vraiment l'intérêt d'un point de vue économique, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue empreinte environnementale également. On voit que, alors qu'avant la problématique c'était le manque de stations de service, on voit que grâce également à ce type d'initiative européenne et grâce aux investissements de plusieurs sociétés du domaine, il y a énormément de stations de service qui voient le jour en Europe. Donc aujourd'hui, ceci c'est vraiment quelque chose qui se développe dans le bon sens et qui va être de plus en plus de telle sorte. Voilà. Il n'y a plus aucun port au monde qui sera en capacité de travailler comme il faisait avant s'il n'a pas une action concrète avec des objectifs à court terme en faveur d'une transition énergétique. Pas pour faire de la transition énergétique, mais pour que c'est un impact justement sur la manière dont les activités portuaires vont pouvoir continuer à s'insérer au cœur de tissus urbains comme nous l'avons aujourd'hui. Donc c'est vital. Sinon, d'un point de vue de la réglementation, de toute façon, vous avez vu, elle est en train d'évoluer. Et la réglementation, de toute façon, nous impose d'évoluer. Mais au-delà de ça, on a aussi une obligation, pas simplement réglementaire, mais également, je dirais, morale et territoriale et sociétale, sur cette capacité à continuer à s'insérer au cœur d'une métropole comme celle de Toulon. Mais c'est valable pour l'ensemble des ports qui sont à proximité directe d'une ville ou d'une métropole. Grazie, grazie davvero. Merci. Merci parce que vous avez pu réaliser cette journée de démonstration dans une situation de pandémie et de crise sanitaire. Et vous avez pu donc partager cette expérience, ça c'est déjà un progrès. Mais un progrès qui n'était pas gratuit. Je vois Marine maintenait et en lui passant la main, je pense à toute la procédure administrative, bureaucratique, l'organisation de la sécurité dont elle a dû s'occuper. Donc, je lui passe la main pour nous raconter comment on est arrivé à ce point. Donc, Madame Marine Maintenet de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Marine, à vous. Oui, c'est bon, le micro, c'est bon. Vas-y, le micro. Oui, bonjour à tous. Est-ce que je dois partager un écran ou pas? On entend bien, oui? Oui, on t'entend bien, Marine. Mais je ne vois Seulement, pas. je suis connectée sur... Mais je ne vois pas l'écran.
je suis connectée sur le PC de José, donc je n'ai pas la présentation sur cet ordinateur. Désolée, je pensais que c'était… Alors, tu veux qu'on… Oui, si tu le mises, José. Eh bien, connecte-toi alors. Alors, connecte-toi et puis on coupe le micro aussi. Paolo et Marine, si vous voulez, je peux partager la présentation de Marine. Oui, s'il te plaît, Olga, c'est gentil. Ah, c'est Olga qui le fait. Ok. Merci. Donc, je vais vous expliquer les démarches réglementaires qu'on a dû réaliser pour cet avitaillement GNL à Toulon. Comme vous l'avez vu précédemment, on a réalisé le 4 mai dernier le premier avitaillement GNL sur le port. C'était dans le cadre du projet GNL Facile. C'était une opération truck to truck, donc d'un camion vers un autre camion. Tout ça sur un quai qui a pour habitude d'accueillir des ferries. Vous voyez sur le plan où on est situé, on est vraiment en centre-ville, à côté de la base navale militaire. Ça a été un premier exercice pour nous, pour prouver la faisabilité d'un avitaillement GNL dans une zone qui est, comme vous pouvez le voir, plutôt compliquée de par sa situation géographique. Pour faire cet exercice, on a réalisé plusieurs dossiers réglementaires. Slide suivante, s'il te plaît, Olga, merci. Donc, la station mobile avait une capacité de 55 mètres cubes, ce qui représente 25 tonnes de GNL. On reste inférieur au seuil de 35 tonnes dans le cadre des ICPE, ce qui nous impose de construire un dossier de déclaration auprès de la DREAL. C'est un organisme français qui autorise ou pas les implantations qui peuvent impacter l'environnement. Avec ce type de structure, on est concerné par les rubriques 47-18 qui concernent les gaz inflammables liquéfiés et la rubrique 14-14 pour les installations de remplissage ou de distribution de gaz, donc ce qui est complètement notre cas. Pour cela, on a fait appel à un prestataire, Sofregas, qui nous a aidés dans le dossier de déclaration auprès de la DREAL. Et on a dû réaliser une étude de risque qui a subi plusieurs validations chez nous à Toulon. Tout d'abord, la Marine nationale. Donc, on doit faire valider par notre voisin militaire cette opération. On a également dû valider cette étude de risque auprès de la capitainerie qui nous a demandé de faire une demande de dérogation pour introduire des marchandises dangereuses en enceinte portuaire en centre-ville. Et ensuite, on a mis en place toutes les mesures de sécurité nécessaires à l'avitaillement, donc un périmètre de protection, tout le matériel incendie si besoin, une formation rapide du personnel qui faisait les manipulations le jour J. Effectivement, ce n'était pas simple, mais ça s'est très bien passé. L'objectif, c'était vraiment de montrer que le port de Toulon est prêt à accueillir du GNL. Ça veut dire que si demain, un navire qui est propulsé au GNL veut faire escale à Toulon, il peut. À terme, on doit encore adapter le règlement portuaire, mais tout cet exercice nous a vraiment permis de voir quel point il fallait modifier et on y travaille en ce moment. Voilà, merci. Merci Marine. Je crois que credo che due parole che tu hai detto siano… Deux mots que tu viens de dire sont très importants. L'exercice. Déjà, l'ingénieur Tony avait utilisé ce mot, c'est-à-dire se préparer pour être prêt et encore montrer qu'on est prêt concrètement par cette démonstration. Et voilà, ça, c'était l'objectif du projet GNL Facile. Et je passe sur cela la parole à Hervé Moine, qui nous raconte qu'est-ce que cela signifie concrètement avoir du GNL dans un port. Hervé est
directeur adjoint des ports de la rade de Toulon, de la Chambre de commerce du Var, homologue de notre autorité portuaire. À toi, Hervé, le micro. Hervé, le micro, s'il te plaît. Merci. Oui, voilà, bonjour à tous. Bon, merci déjà d'avoir pu mener ce projet en collaboration avec nos voisins italiens et puis surtout avec l'appui de l'Europe, comme l'a rappelé Jérôme Giraud dans le petit film. Pour nous, c'est vraiment très, très important de travailler sur, je dirais, le mix énergétique dont le GNL fait partie. Et effectivement, nos voisins, nos grands voisins de Marseille, c'est un grand hub de GNL, d'ailleurs avec beaucoup de liens avec l'Italie, de plus en plus sur l'avitaillement d'une partie de l'Italie du Nord. Et nous, en tant que petits voisins du port de Marseille, on se doit effectivement d'être en synergie avec ce vecteur énergétique clé que représente le GNL. Donc, si vous pouvez passer juste la slide après. Voilà. Donc, effectivement, on ne va pas revenir, hein, mais effectivement, c'est un axe très fort pour nous, pour la partie réduction des émissions polluantes. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est un port en centre-ville. Aujourd'hui, on a eu des manifestations, et sur Marseille, il y en a encore eu hier, et sur Nice, il y a un mois, des manifestations de citoyens qui se plaignent justement et qui sont prêts à bloquer l'activité portuaire. Je pense qu'on a atteint un seuil aujourd'hui, et la crise sanitaire qu'on vient de vivre l'a démontré encore plus. Je pense que le monde de demain va devoir composer avec ces nouveaux entrants, c'est terminer les émissions massives de carburants organiques et carbonés en centre-ville. Donc, ça va vraiment de la survie, comme le disait aussi Jérôme tout à l'heure, de la survie des ports. Et si on veut continuer à faire de la croisière, du ferry et de l'activité portuaire, tout simplement, il va falloir vraiment travailler sur la diminution du monoxyde d'azote, du carbone et bien sûr du soufre en centre-ville. Bon, la Méditerranée va passer effectivement en 2022 en zone ECA et pour ça, effectivement, on a des organismes je dirais, nationaux avec un plan, nous, de la protection de l'atmosphère, puisque finalement, on est sur le monde flottant marin, mais la donnée, c'est l'air que nous respirons, et notamment l'air en centre-ville. Donc, on a mis en place avec la région un plan escale zéro fumée qu'on va essayer de déployer sur tous les types de navires. Là, c'est vraiment un focus sur les ferries, avec 30 millions d'euros financés par la région sud, les métropoles et l'État français pour justement travailler sur le branchement à quai des navires. Alors, bien sûr, si on est en GNL, on aura moins d'émissions, mais ça n'empêche pas. Tous les ferries seront connectés à un branchement électrique quand ils seront en escale courte ou longue, notamment les longues. Les escales longues représentent 80% de la pollution atmosphérique du port en centre-ville de Toulon. Voilà, donc on est vraiment acteurs et actifs sur ce mix énergétique, le GNL bien sûr, mais aussi toutes les composantes et aussi le branchement électrique des bateaux en centre-ville quand ils sont en opération sur nos quais. Si vous pouvez passer à l'autre slide. Voilà. Donc moi, là où je voudrais insister, effectivement, on a travaillé sur cet axe GNL, hein, qui est, comme je le dis, qui est certainement la couronne de transmission entre un port carboné et un port zéro émission demain. Mais on a vraiment une approche du mix énergétique. Donc, sur tous les axes, je dirais, de la partie énergétique, GNL, hydrogène, photovoltaïque, éolien et l'ensemble je dirais, de la diminution des émissions, tous les axes. On a regardé tous les axes, on a mis en place un schéma directeur pour ça, un schéma directeur de la transition énergétique qui nous a permis justement de lancer nos marchés de travaux en synergie avec l'autorité portuaire et la sélection des entreprises est en cours. C'est un marché à plus de 20 millions d'euros, on l'a dit tout à l'heure, pour donc électrifier les quais. L'exercice d'avitaillement du GNL grâce à l'Europe et au projet qu'on mène a montré qu'on pouvait faire effectivement du GNL. Le GNL, je vous l'ai dit tout à l'heure, en synergie avec nos voisins, on peut l'avitailler par camion, on l'a vu, mais aussi par train. On a une liaison ferroviaire qu'on a remis à
en état pour accueillir peut-être de l'avitaillement par train à partir de Fos-sur-Mer en direction de Toulon et ensuite de faire de l'intermodalité du train vers la barge et donc avoir une barge dédiée dans la rade de Toulon qui pourrait avitailler les ferries, les croisières et pourquoi pas des synergies avec les militaires. Donc les militaires, pour l'instant, le GNL le regarde un petit peu de manière… ils n'ont pas trop envie d'y aller. Ça reste un gaz assez dangereux pour eux en théâtre de combat. Ils préfèrent effectivement continuer pour l'instant sur les carburants carbonés et bien sûr le nucléaire comme les porte-avions qu'on a à Toulon. Voilà, mais ils y réfléchissent aussi. On a une première station hydrogène, donc hydrogène qu'on produit sur le territoire toulonnais avec un gros programme qui s'appelle Innovar, où on va de la production d'hydrogène vert à partir d'énergie photovoltaïque jusqu'aux usages, et notamment les usages terrestres et maritimes. On a essayé le premier bateau hydrogène la semaine dernière au port de Toulon, qui a été une réussite, et ce bateau va continuer ses escales à Cannes, Nice et pour finir à Monaco le 10 juillet prochain. Donc je vous invite à regarder tout ça, puisque c'est une première mondiale sur un bateau pour l'instant de plaisance à l'hydrogène. Donc, on a une station qui est en cours de conception-réalisation au cœur de Toulon pour ravitailler demain ces bateaux-là pour la desserte des passagers dans la rade et notamment la desserte des parcs naturels régionaux qu'on a, comme le parc des Calanques à Marseille et le parc naturel de Porquerolles et Porquerolles. Voilà, donc c'est une première étape forte d'un zéro émission. Là, cette fois, on n'a plus d'émissions soufrées, ni carbonées, ni d'azote. On est vraiment en zéro émission, puisque l'hydrogène rejette essentiellement de la vapeur d'eau, surtout s'il est produit à partir d'énergie photovoltaïque. On a bouclé la boucle avec un impact zéro émission dans le territoire. Pour nous, c'est un axe majeur et on a démontré qu'on peut être un port H2 ready, c'est-à-dire un port qui propose ce nouveau service à nos usagers, qu'ils soient de la plaisance, du grand yachting, des ferries et demain peut-être de la croisière pour des fortes puissances et nos agents portuaires aussi, puisqu'on travaille aussi avec notre manutentionnaire pour travailler sur des grues, des engins portuaires à l'hydrogène. Donc on a véritablement axé avec l'État français, avec un plan de relance à hauteur de 7 milliards sur ce vecteur majeur qui serait le complément du GNL. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'aborde. Et certainement d'autres carburants alternatifs. C'est pour ça qu'on n'a aussi pas fermé la porte aux autres carburants alternatifs, sourcés hydrogène, comme le méthanol, comme l'ammoniac, qui vont permettre certainement d'éviter de modifier tous les navires avec des motorisations GNL totalement, mais certainement qu'un refit du moteur pour des flottes très compliquées à repartir à zéro et acheter des navires totalement neufs. C'est pas évident de changer une flotte en moins de 5 ans ou 10 ans, comme on pense le faire tous autour de cette problématique de la transition énergétique. Voilà, donc pour nous, le mix énergétique, c'est vraiment la clé du port de demain. Et bien sûr, avec du monitoring, enfin, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on peut faire sur le suivi de cette transition énergétique. Mais voilà, on y rentre de plein pied et je pense qu'on a de beaux dossiers encore à déployer avec vous pour croiser ces retours d'expérience et cette transition-là à partir d'autres carburants, que ce soit avec nos voisins de Corse, de Sardaigne ou vous-même. Voilà. Merci. Merci, grazie Hervé, grazie direttore. Merci Hervé, merci Monsieur le directeur. Je crois que nous avons un exemple et des mots-clés. Hervé a commencé en nous rappelant les gros voisins, Marseille, et cette situation me fait penser à un avantage qui vient du courage, le courage de la technodiversité. Comme on sait que la biodiversité nous donne plus de résilience, la technodiversité, la mixité énergétique nous donne
une possibilité de résilience à long terme. Et il faut apprendre de cela. Mais il faut apprendre aussi une autre chose, le multimodal comme perspective de transport qui peut aussi nous aider à étendre la portée de l'utilisation du GNL, mais pas uniquement tout ce qui est cryogénique. Et donc, aussi à acquérir une capacité cryogénique. Et autre chose m'a suggéré l'intervention, comme toujours fascinante, d'Hervé Moin, la question de l'échelle. Nous avons presque toujours un problème de verrouillage, lock-in, qui nous vient de l'échelle, on dit. On a tendance à faire de grands investissements et ensuite on n'arrive plus à en sortir quand les investissements sont dépassés. Alors, le fait de maintenir en vie cette technodiversité nous aide beaucoup à garder les petites échelles. Ça ne signifie pas des échelles trop petites, non viables, mais des échelles capables ensuite d'être remplacées et garder la bonne mémoire de ce qu'on a appris par l'expérimentation et ensuite par la production d'une technologie. Mais à une telle échelle que le moment de l'abandon peut se passer au bon moment. Le remplacement entre une technologie et la suivante puisse se passer sans un coût trop élevé pour abandonner dans l'abandon de l'infrastructure précédente. Alors, merci. Je crois que l'expérience de Toulon est très parlante. Et je passe la parole pour revenir à la Terre à Paolo Fadda et Federico Solai de l'Université de Cagliari qui nous racontent une pièce supplémentaire, comment le GNL a été vu du point de vue du Nil, de l'Observatoire insulaire. Et je crois que c'est là un autre défi duquel nous ne pouvons qu'apprendre. Monsieur Fada et Monsieur Solai, vous avez la parole. Tout d'abord, je remercie tout le monde. Je suis ici dans le bureau de Monsieur Solai parce que mon PC n'est pas trop performant et donc la présentation aurait été très dure à lire. Hein. Les slides auraient été très difficiles à lire. Alors, voyons, passons à la Terre et voyons les problèmes d'un autre point de vue. Comment interpréter la distribution du GNL en Sardaigne? Mais c'est le point de vue insulaire, donc un point de vue commun à la Sardaigne et à la Corse. La problématique démarre d'une considération, excusez-moi si je suis banale, mais il faut rappeler, à la différence des autres régions européennes et de l'espace de coopération d'Interreg Maritimo, comme Sardaigne et Corse, nous ne serions pas rejoints par des gazoducs. Les autres régions les ont déjà. Alors, déjà, un problème d'encadrement territorial est le fait que nous devons avoir une vision différente vis-à-vis du méthane parce que les opportunités pour nous sont totalement liées aux navires. Pour les autres régions, il y a une problématique différente et une option différente aussi dans l'utilisation du méthane en général sous sa forme gazeuse ou liquide. Alors, quelles sont les différences entre nos territoires insulaires par rapport aux territoires métropolitains?
Ici, vous voyez les points de force et les points faibles, points forts et points faibles. Et c'est le point de vue du technicien ou d'un groupe pluridisciplinaire qui démarre un projet qui concerne un territoire, aussi un territoire large. Première constatation, nous avons comme île une position au barycentre par rapport à plusieurs points d'approvisionnement, de ravitaillement. C'est un point positif. Beaucoup de points sont ravitailleurs et ont les mêmes distances de points d'accostage des ports de Sardaigne de Corse. Nous avons un nombre important de ports sur toutes les côtes, dans ce cas des Sardaignes, utilisables en puissance pour l'accostage de navires. Et donc, entre guillemets, ils sont concurrents. Comme point fort, nous avons encore la disponibilité d'esplanades, de quais pour les dépôts côtiers importants. Nous n'avons pas de limitation d'espace dans les ports et c'est un point fort là aussi. Mais les points faibles aussi. En Sardaigne encore, c'est la différence d'autres régions, nous sommes liés nécessairement à la mer. Donc, la localisation des dépôts côtiers le long des côtes est un point important parce qu'ensuite, il faut distribuer vers l'intérieur et cette problématique, évidemment, a un impact sur les coûts du transport et de la sécurité. Les villes portuaires en Sardaigne, pour la présence des dépôts côtiers seront un peu moins sûrs. Donc, il faut faire attention au positionnement dans ces zones. Et les zones de consommation finale sont très répandues dans le territoire de Sardaigne, un territoire qui est très vaste et donc il y a des problèmes de desserte, d'apports qui ne sont pas anodines. Un peu moins pour la Corse. La distribution du GNL, du moins au début, devra être faite en utilisant des engins routiers cryogéniques. On l'a vu dans la très belle présentation du port de Toulon, donc à travers ce type de système. Nous avons un réseau routier qui, selon le code de la route nationale, ne respecte pas encore toutes les normes et le niveau fonctionnel n'est pas toujours adapté. Et disons que nous n'avons pas le même niveau que les autres régions. Les aspects clés que nous avons tirés de la vision donc d'un territoire insulaire est la localisation, la dimension des dépôts côtiers. Alors, mais combien, de quelle quantité avons-nous besoin et où faut-il localiser? Encore autre aspect clé, l'adaptation nécessaire de certains itinéraires routiers fondamentaux qui attendent encore d'être rendus conformes à la réglementation. Il devrait s'agir donc d'itinéraires conformes à la réglementation. Autre aspect, la localisation des stations de desserte le long du réseau routier principal. Ça, c'est un aspect important parce que nous n'en avons pas et il faut les créer. Donc, la localisation aussi est importante de ce point de vue. Nous avons encore l'utilité de l'utilisation de sections de gazoducs de transport vers certaines installations de concentration de consommation. Les centrales thermoélectriques, une alternative est mettre des sections de gazoducs. Donc, la sécurité le long des routes, et ça, c'est un aspect sur lequel nous nous sommes très concentrés. Alors, pour mieux comprendre la problématique, en Sardaigne, nous avons un dépôt côtier qui a été démarré la semaine passée, une série de dépôts
dépôts pour un total de 8 demandes d'activation de dépôt pour lesquelles on n'a pas fait d'analyse d'optimisation pour la contribution qu'ils pourront apporter pour les consommations présentes sur le territoire et celles qui sont programmées. Donc, un aspect, la localisation, est un aspect qui concerne le réseau maritime aussi. OK. Le réseau maritime n'est pas seulement un problème de nos îles. Nous avons vu qu'un processus en coalition de tous les ports de l'espace de la Haute-Pyrénéenne. Nous avons testé cet espace du programme Italie-France maritime. Le problème du réseau permet, disons, l'aspect du réseau permet d'abattre les coûts avec une contribution énorme à la réduction des émissions dans l'atmosphère de gaz polluants produits par les navires qui font le ravitaillement de GNL, un réseau qui a été optimisé, comme vous voyez, en ce qui concerne les coûts du transport, les temps, les itinéraires, les fréquences de chaque service en fonction de la capacité des bateaux et des dépôts côtiers. Il s'agit des variables en jeu. En ce qui concerne les connexions internes, nous avons analysé le réseau. Nous avons développé cet aspect. Il faut le faire pour des raisons continentales. Il s'agit d'un aspect clé parce que tout passera sur les routes, par les routes. Et donc, nous avons entamé un processus à partir du réseau routier, de la probabilité également. La rete spesso non adeguata e non Le réseau n'est pas souvent adapté et selon les normes. Donc, nous avons analysé la probabilité d'accident et nous avons fait le calcul de l'indicateur de dommages potentiels en fonction d'actions exposées et nous avons calculé un indicateur de dommages potentiels qui nous a permis de déterminer le coefficient de risque sur tous les itinéraires et sur tout le réseau routier. Nous avons associé un coefficient donc de risque et nous avons calculé la valeur nous avons calculé le coût social et à travers le coût social, nous avons identifié les itinéraires. Vous ne voyez que des exemples ici et où nous avons vu l'engagement du réseau routier avec le ravitaillement des consommations Oristano, Porto Torres, Origine Cagliari, Origine Portovesme. Donc, un aspect d'optimisation qui est un des éléments clés fondamentaux pour limiter les coûts de transport. À partir du réseau, nous avons identifié la configuration optimale des points pour les stations de service. Les stations optimales qui doivent être positionnées dans le cas de la demande actuelle de cette manière. Donc, en nous référant à 3 réservoirs potentiels, c'est-à-dire Porto Torres, Oristano et Cagliari, avec une localisation distributeur. Il y a un aspect important dans ce processus de ce type. Nous avons des opportunités d'identifier des troncs de gazoducs. Et ici, je reprends ce qui a été dit par Tony. Il y a un problème de
faisabilité, d'analyse d'alternatives. Si nous voulons étudier les conditions optimales, nous devons considérer des scénarios de réseau avec le transport routier mixte à transport routier et gazoduc pour trouver les configurations alternatives optimales en jeu pour donner une organisation à l'approvisionnement de la Sardaigne. Ces études demandent des analyses de coûts-bénéfices et des analyses précises. Considération finale. 3 considérations finales. Premièrement, afin d'évaluer la distribution du GNL dans une région, il est nécessaire d'identifier les éléments caractérisant la problématique qui sont différents d'une région à l'autre. Nous l'avons vu pour la Sardaigne et la Corse, il y a des éléments clés qui les distinguent. Nous avons donc identifié les éléments clés. Un autre aspect important, l'acte de planification, qui est l'élément technique incontournable. Nous sommes parmi des techniciens, nous sommes tous d'accord, mais le problème, c'est que nous sommes tous d'accord, mais il n'y a pas de fait. Alors, dans la communication, nous, les techniciens, nous n'arrivons pas à dire, peut-être avec clarté, comment les choses sont. L'acte de planification est l'élément incontournable pour identifier des situations optimales de vecteurs énergétiques, comme pour le GNL, sur des situations complexes en termes de fonctions et d'objectifs différents, en contraste entre eux, en conflit très souvent, et l'acte de planification est donc l'élément fondamental. Et après, il y a la programmation. Malheureusement, nous sommes souvent face à des actes de planification qui ne sont pas précédés par l'acte technique de planification. Un aspect final. Après cette expérience de projet et l'expérience de Toulon, l'expérience de Tony et de Giglioli et des autres, nous avons à la disposition des connaissances et des outils pour pouvoir réaliser des actes techniques qualifiés. Je pense qu'il faut aller aujourd'hui vers un scénario éco-compatible à travers des approfondissements de projets adaptés à ce problème si délicat. Merci pour votre attention. Il est toujours difficile de prendre la parole après Paolo Fadda parce que les thèmes qu'il a abordés sont tous des piliers, je dirais. Le premier, la spécialisation. Je ne peux pas généraliser. Je ne peux pas trop généraliser l'analyse. Une analyse qui doit être adaptée du point de vue de sa qualité scientifique, de son caractère, disons, d'autorité et son placement dans le contexte. Ça, c'était très pertinent dans le cas de la Corse. Je ne sais pas si nous avons le temps de le voir cet après-midi. Les choix sur les priorités sont ressortis d'une analyse, disons, d'une analyse adaptée et il y a eu un plan. On a pu se référer à un plan et donc décider les priorités de programmation. Dans cette séquence entre la planification et la programmation et les risques concourent quand il y a une programmation sans planification. Et donc, les conflits qui en découlent d'intérêts différents qui n'ont pas été analysés à travers des représentations de scénarios.
et qui ont visé réduire la simplification, mais des fois, ces simplifications amènent à des situations banales. Donc, c'est un message qu'il faut retenir dans le discours entier de GNL qui commence, qui est en retard, mais qui a quelques décennies. Et donc, si en termes de zone de coopération, nous avons un peu de retard, ce n'est pas que si on court plus vite dans la direction erronée, on arrive. Et je pense que cette revendication des scénarios de l'analyse adaptée, et je me permets d'ajouter un placement temporel qui va au-delà de l'urgence, je pense que tout ça est fondamental. Le fait aussi de considérer beaucoup d'options, très souvent à l'échelle européenne, à l'échelle des différents territoires, on s'est trouvé face à une affirmation qui semblait guider, orienter les choix politiques. Il y a l'argent maintenant, il y a les opportunités. Si on ne fait pas les choses maintenant, on rate le train. Oui, c'est vrai des fois, mais faire maintenant quelque chose sans une analyse adaptée, alors je crois que cela signifie accélérer un chemin erroné avec beaucoup de ressources. Il y a une autre partie qui est pertinente et que je veux souligner, même si c'est donné pour sûr trop souvent. Et je me permets de prendre un peu de temps, nous l'avons, et je peux vous demander quelques contributions. Le rapport multipartenariat. Je me réfère à la contribution dans le cadre du cluster général qui a été extraordinaire, très positif entre le monde de l'académie, le monde du gouvernement opérationnel au rôle des collectivités publiques. Je pense à un cas spécifique, la région Liguria et la manière dont elle a travaillé sur les problèmes de consensus. Je pense aux activités réalisées par la Chambre de commerce du Var et ce qui a été réalisé à Toulon, cette implication dans la planification. Ici, il y a un rôle qui, à mon avis, doit être repris avec fermeté de la part du monde académique, par l'université et les centres de recherche. Cela ne signifie pas mettre en compétition les entreprises d'analyse, les entreprises privées, mais cela signifie qu'il faut rendre une valeur à la communauté scientifique. Très souvent, au cours des dernières années, avec le GNL en particulier, on a eu la tendance à regarder le monde académique de l'université comme une entreprise. Il y a ce modèle, tout est entreprise. Je me permets de lancer cette idée. Quand il y a des questions stratégiques en jeu de long terme, alors il faut s'appuyer, c'est le bon moment de s'appuyer sur le travail scientifique et sur la capacité critique et sur les diversités aussi de vision d'école dans le monde scientifique. Et je demande donc maintenant, nous avons une dizaine de minutes que nous pouvons nous permettre de dédier au dialogue et je demande à Hervé Morin de nous parler du rapport de Toulon avec le monde académique, avec les universités, avec les différentes visions. Hervé? 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 Oui. Tu n'as pas le micro. Oui, c'est bon maintenant. Si, ça y est. Est-ce que tu as écouté ma question?
Et pas bien ce que je dis. Ah, non. Alors, je me demandais quel a été, dans le cadre de Toulon et du Var, le rapport avec la communauté scientifique dans le processus de prise des décisions. Très bonne question. On n'a pas énormément de liens pour l'instant avec le monde universitaire. On est en train de créer des liens avec l'Université de Toulon, avec les écoles d'ingénieurs, les grandes écoles d'ingénieurs qui sont les arts et métiers à Aix-en-Provence ou avec Centrale Marseille, les grandes écoles d'ingénieurs sur Marseille. Mais dans le cas de la transition énergétique, c'est plutôt vraiment nous qui avons travaillé sur la planification, sur le schéma directeur que j'expliquais tout à l'heure. Et le monde universitaire est plutôt un suiveur que précurseur. Et je trouve qu'effectivement, ce que vous avez évoqué là, c'est très dommage. Et l'exemple italien, c'est plutôt très intéressant. Aujourd'hui, du côté français, on n'a pas un monde universitaire qui est. Pardon, monsieur. Ces questions-là. Pardon, monsieur, c'est l'assistance technique qui parle. J'aimerais bien que vous pouvez parler un peu plus proche à l'ordinateur. Autrement, la traductrice n'est pas monsieur de faire l'interprétariat. Merci. Hein. Désolé si je vous ai coupé. Bon, est-ce que je recommence alors, Paolo? Oui, merci. Oui, merci. Oui, mais c'est mieux maintenant. Oui. Bon, on entend mieux. Oui, si tu peux reprendre. Si vous pouvez reprendre maintenant, merci. Oui, tout à fait. Alors, ce que je disais, c'est qu'effectivement, côté port de Toulon, et c'était le même cas quand j'ai passé 15 ans aussi au port de Marseille, c'était le même cas. Le monde universitaire, que ce soit les grandes écoles d'ingénieurs ou les universités, ne se sont pas encore bien emparés de cette question de planification et notamment alors les études théoriques, oui, mais pas de planification et de transition énergétique. C'est plutôt le monde des collectivités publiques, le monde portuaire qui, comme on l'a fait à Toulon, travaille sur la planification et les schémas directeurs, comme on l'a fait à Toulon, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc c'est vrai que ce que font nos amis italiens, c'est plutôt très intéressant, mais ce n'est pas encore le cas chez nous par rapport au monde universitaire. Le monde universitaire est plutôt suiveur que précurseur chez nous en France. Et c'est dommage. Merci, grazie Hervé. Però è Merci. Merci, mais c'est intéressant. Disons, cette diversité est intéressante. Monsieur Fada parlait du problème que peut-être nous ne sommes pas capables, en mesure de bien communiquer en tant qu'université. Parfois, il y a le sentiment que la capacité technique et scientifique n'est pas écoutée. Et Paola Fada disait, peut-être on ne s'explique pas bien. C'est la même situation en France? Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, il y a une petite coupure entre le monde professionnel et le monde universitaire. Ce qu'avait essayé de faire le président Sarkozy il y a déjà 2 mandats de ça au présidentiel, c'était de créer les pôles de compétitivité qui fonctionnent plutôt pas mal, hein, mais qui, à mon avis, doivent aller encore plus loin, c'est-à-dire des pôles où on rapproche le monde universitaire du monde professionnel, de l'innovation, de la technologie et de l'exploitation. On est une dizaine d'années plus tard, les résultats sont plutôt pas mal, mais ils sont plutôt un animateur de cluster plutôt qu'en aide à la décision. Et je pense que sur l'aide à la décision, il y a un véritable complexe d'infériorité, excusez-moi du terme, du monde universitaire qui ne se sent pas finalement les épaules ou l'autorité ou le professionnalisme pour être force de proposition au monde du travail, de l'économie. Voilà. Et c'est dommage parce que je pense qu'on se coupe d'une vraie valeur. L'État régalien, comme on sait l'être en France, l'a fait pendant des décennies.
c'était l'État qui faisait la planification forte au niveau central, Paris, dans les ministères, avec des gens quasiment issus du monde universitaire. C'était la DATAR, la direction de l'aménagement des territoires. Et aujourd'hui, cette direction a disparu et on manque fortement, effectivement, de prospective. Je pense que le mot, c'est le bon. La prospective, qui est une véritable science, a disparu de la décision publique. Et ça, c'est dommage. C'est très dommage. Et là, il y a une place pour le monde universitaire. Merci. Et je passe la parole au professeur Fad sur ce thème, sur le complexe d'infériorité du monde académique, ou c'est-à-dire le manque de support dans le processus de prise de décision dans la planification. Donc, il a parlé d'un gouvernement central avec une direction forte. Après, tout a été décentralisé, mais le rôle, le support est manqué. Quand on parle, pour revenir chez nous, de GNL, des 2 années à venir qui peuvent être décisives, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tout d'abord, permettez-moi de faire une considération qui veut être une provocation. Peut-être, je dis, nous communiquons mal. Je partage ce que l'ami du port de Toulon a dit, c'est-à-dire en Italie, nous avions une structure de ministère centrale forte qui planifiait et l'université, attention, forme les planificateurs. Nous formons les ingénieurs et après, nous développons les projets de recherche qui ont dedans des aspects de planification, comme par exemple le projet sur lequel on travaille avec les amis français, Corse, Toscane. La provocation est due au fait que nous sommes là, nous formons, nous suivons la formation, nous la mettons à jour, nous essayons de mettre sur le marché des ingénieurs. Mais ces ingénieurs, après, ces sociétés d'ingénierie sont prêtes, à mon avis, à faire de la planification. Quel est le problème? Et je fais ici une considération parce que c'est mon opinion. Le problème est que planifier n'est pas politiquement intéressant. C'est-à-dire, la politique doit brûler, entre guillemets, des résultats à court terme. Donc, la politique ne peut pas se permettre de faire des interventions où les résultats sont dans le temps de la planification, c'est-à-dire à moyen et à long terme. Pourquoi? Parce que la politique laisse les résultats aux concurrents qui vont venir après. Et donc, nous sommes très souvent dans la condition où les collectivités ont les plans et ne les approuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien. Il faut faire des interventions, il y a une contrainte. Donc, et cela n'est pas très populaire. Ceci dit, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Aujourd'hui, à mon avis, il faut travailler en faisant des choix de programmation avec la prise de conscience du risque pour les entreprises. Quand, par exemple, tu autorises et programmes de manière non raisonnée certains choix. Un exemple banal, je peux autoriser 10 dépôts côtiers en Sardaigne. Je peux aussi en autoriser 15, mais si la demande ne dépasse pas une certaine taille dans le temps de programmation, 10 des 15, disons, la moitié vont fermer
n'auront pas de vie parce qu'il n'y aura pas de marché et cela pour repayer l'amortissement des installations, etc. Ou vice-versa. On peut créer des situations où le coût du GNL est élevé. Alors, ces choses, il faut les mettre en clair avant dans l'acte de planification. Il faut les comprendre avant. Alors, tu me dis, qu'est-ce qu'il faut prévoir dans les années à venir? Faire des approches, par exemple, à cette problématique avec un minimum de caractère rationnel, de logique, avec un minimum d'intérêt pour la communauté tout d'abord, parce que le facteur énergétique est très important pour le développement. Et si tu fais payer beaucoup l'énergie pour des incohérences de projet, c'est un dommage social. Et il y a également les dommages que j'ai mentionnés quand on ne fait pas d'intervention sur les réseaux, sur le port. À mon avis, il s'agit là d'un des aspects, disons, importants pour comprendre où nous opérons. Merci. Et je demande à José si nous pouvons passer à la deuxième phase de notre journée avec un peu d'avance.